Maintenant, Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Nous examinons donc aujourd'hui pour la troisième fois dans cet hémicycle le projet de loi de finances pour 2013. Et nous sommes donc à J-11, date limite du vote, sinon la France n'a pas de budget. Alors je voudrais dire à Dominique Lefebvre qui hier soir, dans les propos enflammés, nous a expliqué que la France avait un gouvernement, la France avait une majorité. Le ministre a eu l'habileté qu'on lui connaît de dire que c'est un processus un peu original, puisqu'au Sénat, le groupe socialiste, c'est exceptionnel, a eu recours, comme vous le savez tous, à une question préalable pour éviter que le débat ne démarre. Vous qui nous disiez sans arrêt la démocratie, c'est le rôle du Parlement, eh bien d'avoir recours à des mesures d'exception comme celle-ci pour faire en sorte que nous puissions être ce matin pour voter le budget de la France, accordez-moi quand même que c'est un peu original. Et que vraiment, c'est la cinquième fois, on n'est même pas dans le bis repetita placenta, 5 fois, 5 textes sénatoriaux n'ont pas été votés. Alors, dans des conditions comme celle-ci, me semble-t-il, il aurait fallu essayer de dégager une majorité un peu plus large. Et se dégager une majorité un peu plus large, c'était peut-être essayer d'entendre votre opposition. Alors, on a eu l'occasion, avec Charles de Courson, avec bien d'autres du groupe UMP, lors de la première lecture, lors de la seconde lecture, de déposer un certain nombre d'amendements et de vous dire notre opposition aux mesures que vous proposez. Mais vous conviendrez que là encore, on n'a pas été entendu, puisque sur les un peu plus de 220 amendements, 225, seuls 2 ont été adoptés, et leur portée est pour le moins mineure. Et tout le reste, simplement, a été balayé d'un revers de main. Alors, le gouvernement s'est montré hermétique à nos propositions. Monsieur le rapporteur général, j'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Ça n'a pas été l'apocalypse après votre arrivée au pouvoir. C'est vrai. Et vous vous félicitiez du fait que les taux d'intérêt n'avaient pas augmenté. Mais je voudrais vous rappeler quand même que c'est partout en Europe. Et qu'à court terme, en Allemagne, ce sont même des taux d'intérêt négatifs. Donc, je sais que vous avez très bien utilisé cette très belle phrase de Talleyrand, à défaut d'avoir prise sur les événements, feignons d'en être les organisateurs. Vous voulez nous expliquer, vous êtes organisateur de la baisse de taux d'intérêt, mais c'est quelque chose de commun et que l'on rencontre un peu partout. Alors nous sommes convaincus, mes chers collègues, de la majorité que vous faites fausse route et que ce projet de budget ne fera qu'enfoncer la France dans la crise et qu'il ne répond malheureusement pas aux 2 priorités du pays, que sont d'une part la compétitivité et l'emploi et d'autre part le pouvoir d'achat des familles. D'ailleurs, même sur l'emploi, au sein de votre gouvernement, le doute s'est installé. Et je cite dans un grand journal du soir: je ne sais pas jusqu'où le chômage peut monter, mais je suis sûr qu'il va continuer à monter. Les mesures pour l'emploi que nous prenons, si elles sont indispensables, ne suffiront pas pour inverser la tendance. Quel aveu d'impuissance, Michel Sapin. Alors, mes chers collègues, nous allons plonger dans la récession. Et Madame Berger, j'ai bien entendu hier soir qu'il y avait un conte de Noël qui arrivait, puisque vous allez nous expliquer carrément qu'on allait connaître minimum 1% de croissance. Dieu vous entende et on verra bien. Mais sachez bien que vos propos sont gravés dans le marbre et je suis plutôt dubitatif sur 1% de croissance. Ce gouvernement, en fait, a fait le choix du matraquage fiscal, de la hausse d'impôts, des 27 milliards, tout le monde l'a dit. Mais juste une seconde, vous nous aviez dit, nous allons faire 10 milliards d'euros d'économies dans le budget. Et comme vous êtes un fin lecteur du budget, mon cher collègue, qu'est-ce qui est écrit dans ce budget 2013 ? 369,8 milliards de dépenses en 2012. Je dis bien 369,8 milliards de dépenses en 2012. Combien sont inscrits en 2013 ? 370,3. Donc il n'y a pas de diminution, il y a même une légère augmentation des dépenses. Alors en revanche, ces augmentations massives d'impôts, chacun les connaît, 27 milliards d'euros en 2013. Comme l'a très bien dit Jean-François Lamour, en plus, dès que vous êtes arrivé, il fallait supprimer la TVA compétitivité. Bref, eh bien, c'est un peu plus de 40 milliards d'euros qui pèseront sur la croissance. Ce sont des hausses d'impôts sur lesquelles repose toute votre stratégie. Nous étions adeptes de la diminution des dépenses publiques de 20 milliards et d'une hausse simplement de 10 milliards. Vous avez fait le contraire. Et ces chiffres sont préoccupants parce que vous savez très bien, et d'ailleurs nos concitoyens l'ont compris, ils le voient en bas de leur feuille de paye maintenant, notamment avec la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires, puisque c'est leur pouvoir d'achat qui va être sanctionné. D'ailleurs, vous l'avez observé, les grands journaux vous l'expliquent.
à la suite de tous les sondages qui sont sortis. La perte de crédibilité dans les classes populaires s'est installée, moins 18% chez les ouvriers et les classes moyennes. Ils ont bien compris que les mirages du printemps sont passés. Alors cette suppression des allègements sur les heures supplémentaires, allègements de charges, et la fin naturellement de la défiscalisation des heures sup, eh bien c'est un grand coup de sabre antisalarial que vous avez voulu. Et rappelons que les secteurs de l'industrie, de la métallurgie, de la construction, de l'hébergement sont des secteurs qui sont exposés. Et ça pèsera sur la compétitivité des entreprises. Et là encore, la promesse du candidat Hollande dans les petites entreprises, monsieur le rapporteur général, n'a pas été tenue, et vous le savez bien. Et ces 9,5 millions de salariés, pas uniquement du secteur privé, mais également du secteur public, sont impactés, et on le voit notamment dans le domaine de l'enseignement. Alors, les discours de campagne électorale sont loin. Les discours où on nous expliquait que 9 personnes sur 10 échapperaient aux hausses d'impôts. Rappelez-vous Jean-Marc Ayrault. Marqué, il n'est plus à une phrase près maintenant, hein, parce que la semaine dernière, il s'est laissé un peu aller avec un mot comme le mot minable, qui était un mot, me semble-t-il, qu'on ne doit pas entendre dans la bouche d'un Premier ministre. 9 salariés sur 10 ne seraient pas impactés. Eh bien maintenant, nous avons la réponse que le Premier ministre n'a pas dit la vérité. Alors, nous aviez expliqué également que seules les très grandes entreprises seraient mises à contribution. C'est vrai que les grands groupes vont payer plus avec l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, mais vous savez que derrière les grands groupes, ce sont toutes les PME, ce sont toutes les TPE. Et puisque tout à l'heure, monsieur le rapporteur général, vous dites qu'on a fait beaucoup en matière de réforme fiscale. C'est vrai, vous avez fait beaucoup en matière de matraquage fiscal, mais il y avait une bonne mesure que nous aurions accompagnée. C'était de faire en sorte que l'IS pour les PME puisse être inférieur à 33, comme vous l'aviez écrit dans votre campagne et comme vous l'aviez écrit dans les promesses du candidat Hollande. Là encore, une promesse qui est oubliée, alors qu'il fallait aider les PME, PMI, et vous ne l'avez pas fait. Vous nous aviez même dit on fera la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Ça doit être encore une promesse complètement oubliée. Alors, faire et défaire, ça a été sans arrêt ce que vous avez souhaité engager depuis quelques mois, et notamment sur cette TVA compétitivité. Et franchement, l'arrivée du crédit d'impôt compétitivité emploi, dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, sans étude d'impact, sans même que le gouvernement soit saisi, par un amendement de 39 lignes, monsieur le rapporteur général, 20 milliards les 39 lignes, ça n'est pas rien. Et ces 20 milliards et 39 lignes non financées surtout. Et vous qui êtes rigoureux à certains moments, même si on a des choix divergents, comment accepter que les 3 milliards de fiscalité écologique, alors M. Alauzet disait hier, c'est formidable, la fiscalité écologique arrive. Quelle est la base de cette fiscalité? On ne la connaît pas. Quels sont les 10 milliards d'euros d'économies que l'on fera? Inconnus au bataillon. En revanche, ce que l'on sait, M. Alauzet, c'est que les 6,5 milliards d'euros d'augmentation des taux intermédiaires de TVA pèseront sur le logement notamment. Ah oui, et j'ai bien entendu d'ailleurs que dans les colonnes des Verts, on souhaite revenir sur cette mesure dont certains de vos collègues du Sénat ont considéré qu'elle était injuste. Une fois de plus, Monsieur Lefebvre, il voit bien que cette majorité n'est pas là. C'est une majorité hétéroclite, puisque si on entend les propos tenus par Roger Gérard-Schwarzenberg sur le CICE, d'une critique permanente et qui a voté, au final, les Verts se sont, on peut dire, en dernière seconde, dans la dernière ligne droite, mis sur la ligne du gouvernement pour voter. On voit bien que CICE, sans étude d'impact, non ciblé, alors qu'il fallait le cibler, sans tenir évidemment compte du rapport Gallois qui vous avait demandé de faire ce choc de compétitivité, ce choc de croissance. Vous savez, le choc de croissance est devenu une stratégie, puis une stratégie, après on a dit on verra si oui ou non on la met en application dans l'année, puis après on sait que c'est 3 ans, et on sait au final que malheureusement le compte n'y est pas. Alors, mes chers collègues de la majorité, vos choix ne sont pas les nôtres, vous l'avez compris. Votre cap n'est pas le nôtre. Votre matraquage fiscal, nous ne le partageons pas. Les choix sur les retraites que vous engagez à faire. Le Conseil d'orientation des retraites cette semaine a été sévère. Rappelez-vous, promesse du candidat Hollande. La retraite à 62 ans, c'est parfaitement injuste. On reviendra. On est revenu pour 100 000 personnes. Et les autres? Quand est-ce que vous allez justement tenir cette promesse? Vous ne la tiendrez pas. Et vous verrez même qu'en plus, la croissance étant ce qu'elle est, les déficits publics s'étant encore creusés. Et oui, madame, relisez les promesses du candidat Hollande. Vous savez, je les ai lues et je les connais par cœur. Évidemment, c'est difficile qu'on vous les rappelle. Eh bien, je m'aperçois que là non plus, vous ne reviendrez pas sur cette promesse. Et vous verrez que vous serez obligé soit d'augmenter la durée de cotisation, soit de baisser le niveau de retraite. D'ailleurs, vous venez de le faire avec cette taxe extraordinaire de 0,3% dès l'année prochaine. Donc, vos choix ne sont pas les nôtres. Et je vous dirais pour conclure que, monsieur le ministre, vous avez, tout au long de ce débat budgétaire, montré une parfaite connaissance du budget de la France, de la stratégie du gouvernement, même si quelquefois j'ai bien vu que sur la taxe à 75%, vous ne partagiez pas l'objectif. Taxe à 75%, qui est une taxe d'affichage. Chacun sachant très bien qu'elle coûte 3 fois plus cher à l'État qu'elle ne rapportera, mais il fallait, puisque un jour M. Montebourg avait imaginé qu'on pouvait
mettre cette taxe à 75%, faire en sorte qu'on puisse soi-disant taxer les riches. Eh bien, ces choix ne nous amèneront pas, malheureusement, sur la voie de la croissance et sur la voie du plein emploi. C'est la raison pour laquelle, avec nos collègues du groupe UDI, nous voterons contre ce projet de budget. Et oui, je pense que vous ne serez pas surpris, monsieur le rapporteur général, mais avec un certain nombre d'arguments sur lesquels vous ne pourrez pas revenir. Et permettez-moi une phrase plus personnelle à chacune et à chacun d'entre vous, des très belles fêtes de Noël, parce qu'au-delà du budget de la France, nous sommes aussi des hommes et des femmes. Et cette période d'apaisement des fêtes de Noël doit être, pour chacune et chacun d'entre vous, des moments d'épanouissement et d'apaisement. Merci.